Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, avant de commencer, je prends juste quelques instants pour joindre ma voix au nom de ma formation politique à celle de l'ensemble des Québécoises et des Québécois afin d'offrir tout notre appui au peuple français à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nos pensées accompagnent la France dans ces tristes moments. Monsieur le Président, nous assistons à un revirement historique pour le Québec. Pour la première fois de son histoire moderne, le Québec est moins endetté que l'Ontario. Ce passage historique a été confirmé jeudi dernier avec le dépôt du budget de l'Ontario. Alors qu'il était le chef de la deuxième opposition, le premier ministre avait une obsession quant à la performance du Québec par rapport à celle de l'Ontario. Je n'ai pas beaucoup entendu se réjouir de cette situation exceptionnelle que nous vivons actuellement. Le Québec est parvenu à ce résultat parce qu'il a mis en place un plan pour instaurer un retour durable à l'équilibre budgétaire. Et grâce à cette saine gestion de nos finances publiques, la dette du Québec continue de diminuer. Beaucoup de chemin a été parcouru au cours des 5 dernières années pour améliorer la situation financière du Québec. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre reconnaît que ce revirement historique découle de la bonne gestion des finances publiques exercée par le gouvernement précédent? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, faut faire. D'abord, je suis d'accord avec le chef de l'opposition officielle sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Effectivement, dans mon ancienne vie, quand j'étais président de l'Air Transat, j'allais souvent à Paris, puis c'était un lieu de recueillement et puis de beauté. Et puis, évidemment, on est avec les Français. Maintenant, concernant les finances publiques, c'est vrai que les finances publiques sont améliorées. Ce n'est pas de l'argent qui vient du Parti libéral. C'est de l'argent qui vient d'une augmentation des revenus, donc une augmentation des impôts, taxes, tarifs, et qui vient aussi de coupures dans les dépenses. On est allé trop fort, entre autres en santé et en éducation. Il y a des années où on n'a même pas couvert ce qu'on appelle les coûts de système. Donc, on a dû couper dans les services, même les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Maintenant, Monsieur le Président, il faut faire la distinction entre les finances publiques et l'économie. L'économie, bien, on parle de la richesse, on parle du PIB par habitant. Malheureusement, le Québec a encore un écart de richesse de plus de 15 avec l'Ontario, 20 avec le reste du Canada. On est rendu qu'on reçoit 13 milliards de péréquation par année parce qu'on est moins riche que le reste du Canada. Jamais le Québec a été aussi dépendant de la péréquation qu'actuellement. Donc, il y a tout un coup de barre à donner pour créer de la richesse au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, Monsieur le Président, on va d'abord aller dans l'ordre. Les agences de notation rehaussent la cote de crédit du Québec. Alors maintenant, le Québec, au niveau de ça, fait mieux que l'Ontario. Est-ce que le premier ministre peut nous dire s'il est fier de ses succès et est-ce qu'il s'engage à en faire autant pour l'économie du Québec au cours des prochaines années? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on est arrivé au gouvernement, on était surpris de constater, avec des chiffres, là, l'état de nos bâtiments au Québec. Je vous donne l'exemple des écoles. La moitié de nos écoles sont dans un mauvais état, alors qu'on avait prévu un PQI, donc une enveloppe pour les 10 prochaines années de 100 milliards. On a dû l'augmenter à 115 milliards. Évidemment, ça ne viendra pas faciliter la réduction de la dette, d'être obligé d'investir dans les infrastructures, mais il y a un rattrapage à faire et ce rattrapage-là va être fait. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. C'est parce que le premier ministre nous dit qu'il veut réduire l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario. Or, le premier deal qu'il a voulu faire, c'est avec l'Ontario pour exporter de l'électricité québécoise, une proposition rejetée du revers de la main par le premier ministre ontarien Doug Ford. Alors, sur l'Ontario, c'est quoi maintenant le deal possible pour le Québec? C'est quoi le deal différent que ce que Doug Ford a pu faire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dimanche, j'étais réuni chez Hydro-Québec pour les 75 ans d'Hydro-Québec avec les 4 anciens premiers ministres, incluant Jean Charest. Et j'étais très content d'entendre Jean Charest dire que le premier ministre actuel avait une très bonne idée d'aller
forcer le jeu avec l'Ontario. Actuellement, l'Ontario prévoit investir 20 milliards de dollars pour rénover des centrales nucléaires, alors qu'on n'a pas trouvé de solution pour les déchets nucléaires. Donc, j'étais content de voir, c'était pas mal unanime, là, les anciens présidents d'Hydro-Québec, les anciens premiers ministres dire le gouvernement de la CAQ est sur la bonne voie dans ses négociations avec l'Ontario. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. En tout cas, le premier ministre veut, et il le dit très bien, qu'il veut que le gouvernement du Québec soit autonome, qu'il se détache financièrement du gouvernement fédéral. Dans le dernier budget, ce sont des milliards, et il l'a dit, il s'en plaint d'ailleurs, ce sont des milliards qui vont provenir du fédéral cette année. Combien de temps le premier ministre se donne-t-il pour se séparer financièrement du gouvernement fédéral? C'est quoi son plan? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario est de 15 %. Avec le reste du Canada, c'est 20 %. Bon, donc, faisons une hypothèse que le Québec réussisse à avoir une croissance économique du PIB par habitant de 1 % de mieux que l'Ontario et le reste du Canada. Ça voudrait dire que ça prendrait 15 à 20 ans pour rejoindre le niveau de richesse du reste du Canada et donc pour se débarrasser de la péréquation. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, du travail qui n'a pas été fait pendant les 15 années libérales. Nous, on va s'y attaquer, on va avoir un plan, puis on va réduire ce montant de péréquation, on va réduire notre dépendance. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter le cri du cœur du père du petit Thomas. Le petit Thomas fréquente une école dans Rosemont. Le petit Thomas souffre d'autisme. Le petit Thomas et ses parents entendent depuis plusieurs semaines un plan d'intervention. Il est arrivé hier, ce plan d'intervention. Et le père, Benoît, l'a reçu comme un coup de poing sur la gueule. La solution, c'est de le transférer d'école, de l'arracher de son école de quartier pour l'envoyer dans une école du Centre-Sud. Abasourdi par cette nouvelle, le père demande à la directrice de l'école « Comment que je fais pour annoncer cette nouvelle à mon enfant si c'est immédiat, le changement? Immédiatement, il doit quitter son école. » La directrice a dit « S'il se présente à l'école, on appelle la police. » Le père n'a pas eu d'autre choix que de dire immédiatement à son fils le changement d'école. Résultat, l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital Sainte-Justine avec ses parents auxquels ils ont passé la nuit. J'aimerais entendre le ministre de l'Éducation répondre au père du petit Thomas. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, j'ai pris connaissance de cette histoire-là quelques minutes avant le début de la période de questions. Il va falloir valider chacune de ces informations-là, évidemment, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de ce qu'on comprend. De ce qu'on comprend, c'est que le père aurait été avisé la veille en disant « Demain, votre enfant, qui est un enfant vulnérable, qui est un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, ne peut plus entrer à l'école si on envoie la police. » C'est évidemment, si c'est ça qui s'est passé, parce qu'on va quand même être rigoureux, faire la vérification, c'est évidemment une façon inacceptable de traiter avec les parents, puis avec des enfants qui sont vulnérables, des enfants qui ont besoin d'un cadre, des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ont besoin d'être accompagnés, d'être encadrés, qui sont vulnérables à des changements de routine. Ça se peut, un transfert d'enfants, des fois pour son plus grand bénéfice, parce que c'est de ça dont il a besoin, parce qu'il y aurait plus de services ailleurs, peut-être, mais c'est quelque chose qui se prépare avec la famille, avec les enfants, avec des professionnels. Le problème, c'est que parfois, on manque de professionnels. Hein? Vous savez que le précédent gouvernement en a mis à la porte de ces professionnels qui accompagnent les jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça s'avère, on prendra les actions pour essayer d'accompagner mieux les jeunes et leurs parents. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. C'est pas mal vrai, cette histoire. Alors, je me demande, il reste 2 mois avant la fin de la session scolaire. Est-ce qu'on peut permettre au petit Thomas de rester dans son école de quartier, de rester avec sa communauté, de rester avec ses amis et de s'assurer que des plans d'intervention ne soient pas appliqués de façon aussi inhumaine? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les rédactions de plans d'intervention, je sais comment ça se fait. Normalement, ça se fait en présence des parents, même souvent en présence des enfants quand c'est possible. Normalement, là, il y a la direction, les parents, les professionnels, parfois l'enfant, quand c'est possible. Alors, ce que je comprends, c'est que manifestement, on n'a pas eu les bonnes pratiques dans ce cas-ci. Si ça s'avère, parce que je veux faire attention quand même, là, on n'a pas toutes les informations. Normalement, une rédaction d'un plan d'intervention, ça se fait en équipe pour le plus grand bénéfice de l'enfant. Et c'est des actions qui se font à moyen et long terme. Alors, il va falloir que ça se fasse de cette façon-là
Dans ce cas-là, comme dans tous les autres cas, on va poser des questions, puis on prendra des gestes si on doit le faire, mais quand on aura les informations qui seront validées, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. L'histoire de la famille du petit Thomas n'est pas unique au Québec. J'aimerais savoir ce que le ministre pense dans sa réflexion qu'il serait sage d'avoir désormais des protocoles d'intervention pour s'assurer que, justement, on ne déloge pas de façon inhumaine des enfants de leur école, surtout à 2 mois de la fin de l'année scolaire. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez appeler le père de Thomas? Est-ce que vous allez appeler la commission scolaire de Montréal? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est sûr qu'on va s'informer pour savoir ce qui se passe dans ce cas-ci. Mais les 2 choses qu'on peut faire qui vont s'appliquer à la grandeur du Québec pour s'occuper des jeunes, c'est d'ajouter des professionnels dans nos écoles. Dans nos écoles publiques, on va en ajouter plus de 600 dès septembre prochain. Des gens qui vont pouvoir aider les parents, les enseignants et surtout les enfants. On veut donner des services directs aux élèves. Il y a aussi une autre chose qu'on veut faire dans la prochaine année, c'est revoir le protecteur de l'élève. C'est un mécanisme inefficace qui a été bâti sur de bonnes intentions, mais qui ne fonctionne pas et depuis des années. Alors qu'on était dans l'opposition, on demandait au gouvernement de le faire. Maintenant qu'on est ici, vous êtes certain qu'on va réformer là parce que les parents doivent avoir un mécanisme d'appel pour prendre soin des enfants. Question principale, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Monsieur le Président, quand on aborde la question des troubles mentaux d'enfants en bas âge, de parents débordés, désespérés et en quête de soutien spécialisé, d'une jeune infirmière de 23 ans qui laisse une lettre de suicide dans laquelle elle regrettait de n'avoir pas eu de soins au moment où elle en avait besoin, tous ces événements et cris du cœur nous font mal comme société, comme un coup de poing en pleine poitrine. Je sais très bien que les professionnels du système de santé sont des humains qui font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on met à leur disposition. Les moyens, on en convient tous, ne sont pas suffisants. C'est une urgence nationale d'agir en santé mentale. Ce doit être un chantier politique majeur, au même titre que celui des délais de traitement du cancer. La maladie mentale doit être considérée comme un cancer qui fait douloureusement souffrir et qui peut faire mourir. Il y aura un forum bientôt, c'est un bon début. Au-delà du forum, comment la ministre compte-t-elle agir rapidement pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Je remercie la députée de Marguerite-Bourgeois pour cette question. Et je tiens moi aussi à dire que la situation qu'on a vécue cette fin de semaine, qu'on a appris cette fin de semaine, est vraiment inacceptable. Premièrement, pour notre gouvernement, la santé mentale est une priorité. J'entendais la semaine dernière le député de Pontiac mentionner pourquoi le PL2 était notre premier projet de loi en santé. C'est justement parce que pour nous, c'est un projet sur la santé mentale. Beaucoup disent que nous faisons fi des suggestions de la santé publique. Non, nous, ce que nous voulons faire, c'est que nous partageons les inquiétudes des gens qui s'occupent tous les jours des problèmes avec la santé, des problèmes de santé mentale. Si vous regardez le budget de cette année, vous verrez que mon collègue des Finances nous a octroyé 20 millions de dollars supplémentaires disponibles immédiatement pour aider les problèmes de santé mentale de nos jeunes, que nous allons investir avec le ministère de l'Éducation en éducation, prévention et prise en charge des problèmes de santé mentale de nos jeunes dès l'école primaire. Nous allons en plus ouvrir 4 autres projets aires ouvertes que l'ancien ministre n'avait pas financés l'an dernier. Nous allons également rapprocher les écoles avec les services en santé mentale au cours du prochain budget. Donc, Madame, oui, nous nous occupons de la santé mentale de nos jeunes immédiatement. Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite-Bourgeois. Quand on souffre de maladie mentale, le temps qui s'écoule est en même temps notre vie qui s'écroule. J'ai pratiqué la psychologie pendant 25 ans. 25 ans à m'inquiéter de savoir seul, durant la fin de semaine, un patient aux prises avec son mal de vivre. Lui laisser mon numéro de téléphone en cas d'urgence, l'urgence de ne plus vouloir vivre, de passer à l'acte, comme on dit dans notre jargon. La maladie mentale, c'est le fléau souvent invisible. La ministre peut-elle publiquement et concrètement en faire une priorité nationale? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, c'est une priorité nationale. Et d'abord et avant tout, je veux exprimer mes sincères condoléances à la famille de Mme Émilie Hull. Et nous travaillons actuellement de façon transpartisane avec nos collègues députés de l'opposition sur un forum qui va avoir lieu au mois de mai. On travaille là-dessus également avec mon collègue ministre délégué en Santé et Services sociaux. Nous déployons des projets d'aires ouvertes pour donner de plus grands services aux jeunes,
Nous allons déployer à court terme, nous y travaillons, des projets en psychothérapie. Nous allons ajouter des ressources. Et nous avons demandé aux établissements de faire des suivis au niveau des personnes en attente. Deuxième actuelle. complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. En santé, la ministre a de multiples priorités et en santé mentale, il y a plusieurs handicaps à surmonter. L'enjeu n'est pas populaire, il n'implique pas d'intervention technologique sophistiquée, il rapporte bien moins d'argent dans les balles philanthropiques. Justement, pour toutes ces raisons, c'est l'État qui doit intervenir parce que les malades et leurs familles crient au secours. Quelles actions va poser en urgence la ministre pour répondre aux familles en détresse? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, nous travaillons actuellement des mesures importantes en santé mentale que nous allons déployer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Nous allons faire une consultation élargie à travers le Québec. Dès maintenant, nous demandons aux établissements de faire un suivi auprès de la clientèle qui est en attente actuellement de services en santé mentale. Nous allons également faire une réforme importante des guichets d'accès en santé mentale. Donc, ce sont toutes des actions très importantes que nous allons prendre. Il faut absolument que les problèmes de santé mentale soient traités de la même façon que n'importe quel autre problème en santé. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Transmettre de l'information aux médias sans avoir l'autorisation de nos boss, ça peut coûter cher en Titi pour les employés de la fonction publique québécoise, j'entends, même si cette information est d'intérêt public. Aujourd'hui, on apprend qu'il n'y a pas seulement que le ministère de l'Agriculture qui a de la misère avec ses fonctionnaires, puis qui fait payer le prix, parfois un prix assez élevé, assez scientifique. Il y a au moins une dizaine de sanctions depuis 2014 qui ont été recensées à la sécurité publique, au ministère de l'Environnement, des Forêts, au Centre de services partagés. Monsieur le Président, M. Stephen Harper n'aurait pas fait mieux. En cette ère de fake news, on a réellement besoin de nos scientifiques. Les scientifiques sont là pour protéger l'intérêt public, pas être des bénis-oui-oui du gouvernement. Monsieur le Président, les scientifiques de l'État n'ont tellement pas confiance en leur propre ministère que leurs syndicats les invitent à plutôt dénoncer par la voix de la protectrice du citoyen que par leur mécanisme interne. Pas fort, ça. Il me semble que tout premier ministre devrait se préoccuper, qui se préoccupe de transparence et d'intérêt public, devrait être inquiet. Alors, est-ce que notre premier ministre va s'inquiéter de la situation? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les 10 cas qui sont rapportés dans les médias aujourd'hui se sont déroulés avant 2017, donc sous l'ancien gouvernement, et avant l'adoption de la loi sur les lanceurs d'alerte. Évidemment, la loi sur les lanceurs d'alerte, c'est une loi qui est nouvelle, qu'on va devoir améliorer, mais c'est important de protéger les lanceurs d'alerte et c'est ce que le nouveau gouvernement va faire. Par contre, il faut aussi avoir un certain équilibre. On ne peut pas commencer à permettre aux employés de sortir toute l'information confidentielle qui est disponible dans les différents ministères. Donc, mon collègue, le président du Conseil du Trésor, attache une grande importance au fonctionnement et à la protection des lanceurs d'alerte. On va améliorer les règlements, possiblement la loi. Donc, on aura l'occasion d'en débattre dans les prochains mois. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. En fait, je trouve ça intéressant. Ce n'est pas la première fois que je me lève en chambre pour parler de protection de lanceurs d'alerte avec le premier ministre. J'entends bien qu'il y a une volonté d'améliorer la situation de la protection, qu'il y a des choses en cours de route. J'aimerais savoir, est-ce que je comprends bien que le premier ministre nous dit qu'il y aura un projet de loi pour améliorer le projet actuel, la loi actuelle, pardon, et est-ce que, deuxièmement, il nous annonce que cette loi-là pourrait couvrir largement? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, ça me fait plaisir de pouvoir compléter
la réponse parce que la question est très, très importante. Effectivement, le premier ministre l'a dit. On prend ça très au sérieux. Ce qu'on a fait, c'est qu'il faut se rappeler que la loi est quand même assez jeune. On parle d'une loi qui a été votée en 2017. Et ce que nous voulons faire présentement, nous avons demandé d'avoir un rapport de 18 mois qui va se faire au cours des prochains mois pour s'assurer que chacune des personnes qui a été identifiée dans les ministères fasse rapport sur le nombre d'alertes qui ont été lancées. Alors, premièrement, il fallait faire un rapport d'étape. Et ce rapport d'étape-là, nous allons l'avoir, Monsieur le Président, dans les prochains mois. Je pense qu'on parle au plus tard à la fin juin, et nous pourrons venir avec les prochaines étapes. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. J'étais avec mes collègues du Parti gouvernemental lors de l'étude du projet de loi. Et déjà, on avait identifié des trous dans la loi qui avait été adoptée par vos prédécesseurs. Alors, ce que j'aimerais savoir, et je pense que le premier ministre pourrait nous indiquer si l'échéancier qu'on va donner est un échéancier qui va nous permettre rapidement de boucher ces trous-là que nous avions identifiés, autant votre formation politique que la mienne. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, la loi a été adoptée en 2017. Effectivement, on était à l'époque dans l'opposition. Nous aussi, on avait posé beaucoup de questions. Il y a un premier rapport qui va être fait d'ici la fin juin. Donc, on va être capable de voir l'application de cette loi. Puis encore une fois, les cas qui sont mentionnés ont eu lieu avant la loi. Donc, il faut regarder quels ont été les impacts de la loi, analyser les corrections qu'il faudrait faire, probablement quelque part à l'automne, et au besoin, déposer un projet de loi. Mais c'est un sujet qui est important. On veut protéger nos lanceurs d'alerte. Question principale, Monsieur le député des Îles-de-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'interpellais la ministre responsable de la langue française sur le manque d'engagement du gouvernement en matière de protection de la langue française et la nécessité de renforcer la loi 101. 30 minutes avant, dans des circonstances que l'on connaît, l'Office québécois de la langue française a déposé son rapport et est venu confirmer nos craintes sur le déclin du français, particulièrement à Montréal. Déclin dans la prédominance du français comme langue de travail, déclin de l'usage du français dans l'accueil et les services, déclin du français comme langue parlée à la maison. Et par-dessus tout, on constate une montée de l'indifférence face à ces reculs. Le déclin n'est pas une fatalité. Le Québec a besoin d'un coup de barre. La ministre parle incessamment de son amour pour la langue, mais c'est la Charte de la langue française qui a besoin d'amour, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre reconnaît qu'elle a un pouvoir qui n'est pas que le pouvoir de l'amour, mais un pouvoir ministériel et qu'elle peut et doit renforcer la Charte de la langue française? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question parce que le sujet est extrêmement sérieux. Première chose, la Charte de la langue française, Monsieur le Président, nous allons l'appliquer. Vous savez, ce qui s'est passé vendredi, c'est que les citoyens du Québec ont eu accès, pour la première fois en 12 ans, à un portrait global de la situation linguistique et de la langue française, tout particulièrement, à la grandeur du Québec. Ce rapport quinquennal, c'est-à-dire aux 5 ans, est une obligation enchâssée dans la Charte de la langue française à son article 150. Cet article dit que l'OQLF doit produire un rapport quinquennal. Mais, Monsieur le Président, vous savez quoi? C'est une obligation. L'OQLF avait l'obligation de produire ce rapport et le dernier rapport quinquennal a été produit, Monsieur le Président, en 2007. Aucun autre gouvernement, ni libéral, ni péquiste, n'a eu le courage de demander ces études complètes. Nous l'avons fait dès mon entrée en fonction. Pour la première fois, les Québécois ont le portrait global des études qui ont été réalisées au cours des dernières années. Et, Monsieur le Président, nous allons agir. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-Madeleine, je vous demanderai votre attention, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui, l'OQLF a ses responsabilités et le gouvernement a les siennes. En matière de langue, la CAQ avait comme plateforme le rapport de la députée d'Iberville déposé en 2016. On proposait notamment la nomination d'un commissaire à la langue française. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement a mis ce rapport à la poubelle. Ce matin, on apprenait que la ministre repousse encore l'élaboration d'une stratégie d'1 an. Avant que le gouvernement ne bouge, on sera rendu à la mi-mandat.
Monsieur le Président, pourquoi reporter les échéances? Pourquoi... Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, je constate que c'est l'interprétation du collègue. Ce n'est pas ce qui a été dit du tout ce matin, Monsieur le Président. Il y a un rapport important qui a été fait par notre formation politique il y a 2 ans. Et je vous dis et je répète aux collègues des Îles-de-la-Madeleine que c'est une base de travail. Mais à la lumière du rapport complet qui a été déposé et présenté à tous les citoyens du Québec vendredi dernier, nous devons analyser ces plus de 1000 pages d'études pour arriver à avoir la bonne solution et les bonnes solutions, puisqu'il y en aura davantage. Mais je vous le redis, Monsieur le député, la Charte, nous allons l'appliquer, ce qui n'a pas été fait au cours des dernières années. Et déjà, produire ce rapport, ça montre que nous agissons. Deuxième complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. La ministre a quand même dit s'inquiéter. Elle a dit que tout n'était pas rose, mais visiblement, les actions vont prendre un certain temps. Il faut y réfléchir. Vous avez donné un mandat. Vous aurez un retour d'ici 1 an, m'avez-vous dit ce matin. Alors, je répète la question, pourquoi ne pas agir maintenant et pourquoi ne pas retenir, par exemple, une proposition de ma formation politique d'assujettir les entreprises de 25 à 50 employés à la loi 101, à la Charte? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci. Nous agissons, nous allons agir naturellement. Ce délai est un délai pour faire l'état des lieux en fonction des résultats qui ont été produits pour la première fois, je le répète, Monsieur le Président, depuis 12 ans. Il y a eu du laxisme, on n'a pas appliqué la loi 101, on a été mou de l'autre côté, on a caché des études. Toutes les études sont maintenant sur la table. S'il vous plaît, encore une fois, vous connaissez les termes. Caché n'est pas parlementaire. Je vous demande de ne pas utiliser ce terme, s'il vous plaît, Madame la ministre, et de poursuivre votre réponse. Alors, on a refusé la publication de ces études. On a publié au compte-gouttes les études qui faisaient leur affaire des 2 parties confondues. Nous agissons, nous allons agir, nous continuons dans cette direction. Nous allons protéger la langue française, la valoriser et faire en sorte que le visage francophone du Québec soit bien vu et que la langue française soit bien entendue, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, depuis le début, qu'a dit le ministre de l'Immigration sur le nouveau système ARIMA? Alors, il a martelé qu'il allait jeter des dossiers, mais que ce n'était pas grave parce qu'il invitait toutes les personnes concernées à appliquer dans le nouveau système ARIMA et que leurs dossiers seraient traités beaucoup plus rapidement, en probablement 6 mois. Mais on a appris 2 choses aujourd'hui. On a appris qu'on n'avait pas besoin du projet de loi sur l'immigration pour utiliser le nouveau système ARIMA, mais aussi on a appris que de toute façon, le nouveau système n'était pas prêt. Et quand on pose la question, mais quand sera-t-il prêt ce système? Le ministère écrit hiver 2019. Ça, Monsieur le Président, ça s'est terminé il y a 2 semaines. Le ministère écrit aussi hiver 2020. Ça, Monsieur le Président, c'est l'année prochaine. Et quand on pose la question aujourd'hui en crédit au ministre, sa réponse, c'est été 2019. Alors, on voulait des réponses, Monsieur le Président. On en a 3 plutôt qu'une. Alors, ma question est très simple. Laquelle de ces réponses est bonne? Monsieur le ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je suis content que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne me pose la question. D'ailleurs, elle devrait donner les royautés au député de Néligan qui m'a posé la question au crédit budgétaire. Alors, Monsieur le Président, comme je l'ai dit à l'étude des crédits tout à l'heure, dans le fond, le programme ARIMA, il est fonctionnel. Pour ce qui est de l'accompagnement des employeurs, on va pouvoir commencer ça dès cet été, à l'été 2019, avec un accompagnement pour les employeurs par les gens du ministère de l'Immigration pour s'assurer qu'il y a un arrimage entre les besoins de main-d'œuvre, les offres d'emploi disponibles, ainsi que le profil des candidats. Et dans le fond, le système ARIMA avec le portail employeur au complet va être prêt à l'hiver 2020, comme c'est mentionné dans le cahier d'études des crédits. C'est ce que je vous ai dit ce matin aussi, donc vous décidez de faire une question là-dessus. Cela étant dit, ce que j'ai aussi dit ce matin, c'est qu'on devait adopter le projet de loi 9 pour aller de l'avant aussi avec le système ARIMA, parce qu'actuellement, on a un inventaire de dossiers, 18 000 dossiers, qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins du marché du travail. Alors, ce qu'on veut faire avec le projet de loi 9, c'est renforcer la mission du ministère de l'Immigration, assurer que le ministère de l'Immigration soit le coordonnateur de l'ensemble des ministères du gouvernement qui ont un lien avec la francisation, avec l'intégration. Et je compte sur vous pour m'aider à adopter rapidement le projet de loi de façon à faire en sorte de répondre aux besoins des entreprises et du marché du travail. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je suis contente que le ministre parle des besoins des entreprises parce que ce matin, on lisait quoi? Que les entreprises québécoises sont les seules à continuer de faire état des pénuries de main-d'œuvre plus intenses qu'il y a 12 mois.
Alors, pendant que les autres provinces s'organisent, recrutent, font du démarchage, pourquoi pensez-vous que les entreprises québécoises, elles sont moins confiantes? Alors, il y a une réponse assez simple à ça, c'est parce qu'elles ne voient pas de résultats concrètement sur le terrain. La question est simple. Combien de dossiers seront traités dans le nouveau système ARIMA, puisqu'il est fonctionnel? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, comme je l'ai dit à de multiples reprises dans cette Chambre, présentement, on traite les dossiers relatifs au programme régulier des travailleurs qualifiés et on va pouvoir inviter les gens par le biais du système ARIMA à partir du moment où le projet de loi 9 sera adopté. Et dans le projet de loi 9, vous pouvez être en désaccord avec certaines parties, mais ayez l'honnêteté de dire au milieu économique, aux différents entrepreneurs, aux différentes régions du Québec que vous bloquez le projet de loi 9 qui répond à la pénurie de main-d'œuvre et qui s'assure de faire en sorte qu'on va pouvoir aller chercher des candidats à l'immigration qui vont répondre aux besoins du marché du travail dans toutes les régions du Québec. Il y a des entreprises qui menacent de fermer. Vous bloquez le projet de loi. Le projet de loi 9 est une solution à la pénurie de main-d'œuvre. En terminant, agissez de façon responsable. Deuxième complémentaire, je vous indique que l'on s'adresse à la présidence. Soyez prudent dans le ton et les propos que vous utilisez. Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, votre question complémentaire. Monsieur le Président, il a admis lui-même que le système est fonctionnel et que ça ne dépendait pas du projet de loi 9. Il revient sur le projet de loi 9. En commission parlementaire, on recevait la présidente de la FCEI qui disait qu'elle avait besoin de travailleurs maintenant. Et à la question combien de dossiers devraient être traités, 400, elle disait 400, 4 000 ou 10 000, je pense que ce n'est pas suffisant. 400, 4 000, 10 000, ce n'est pas suffisant. Alors, combien de dossiers vont être traités cette année, en 2019, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, la vice-présidente de la FCEI, Mme Hébert, est également d'accord avec le projet de loi 9 et elle a souligné sa pertinence et elle a félicité le gouvernement pour le dépôt du projet de loi. Pour ce qui est du nombre de personnes qu'on va accueillir par le système ARIMA, je pourrais vous répondre à partir du moment où on va l'utiliser, mais il faut tout d'abord utiliser le projet de loi 9, l'adopter pour faire en sorte de répondre aux besoins. Oui, le système d'immigration, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des cibles annuelles, il faut respecter les cibles et il faut s'assurer aussi de répondre aux besoins du marché du travail. Actuellement, vous avez une liste de candidats ou de dossiers qui ont été créés en inventaire par votre gouvernement, des gens qui attendent depuis des années. Il faut s'assurer qu'ils répondent aux besoins du marché du travail. En terminant, ça me semble pas dur à comprendre. Arrêtez de bloquer le projet de loi, on va pouvoir avancer. Question principale, Monsieur le député de Rosemont, le seul à qui appartient la parole présentement. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de citer le Premier ministre lors du discours d'ouverture. Je cite, « On va mettre fin aux nominations partisanes. Cette pratique, qui a eu cours pendant des décennies, a ébranlé la confiance des Québécois. » Le Premier ministre rajoutait, « Désormais, c'est la compétence qui devient le critère fondamental. » Or, on apprenait la semaine dernière qu'après avoir payé une firme de chasseurs de tête qui lui avait pourtant trouvé l'oiseau rare, le ministre de l'Économie a plutôt décidé de nommer son ami, Pierre Leblanc, à la tête d'Investissement Québec. Catherine Loubier à New York, Pierre Leblanc, Investissement Québec. Faut-il comprendre qu'en matière de nomination, la CAQ, les libéraux, c'est du pareil au même. Un chum, c'est un chum. Monsieur le ministre de l'Économie, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais rassurer mon collègue. Premièrement, je ne connais pas Pierre Leblanc. Deuxièmement, je pense qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites dans les prochains jours. Je demanderais d'être patient, pas mal jusqu'à jeudi. Et je peux l'assurer qu'en ce qui concerne les gens que je vais nommer dans le ministère, la compétence va primer. Puis deuxièmement, il y a des processus qui sont très rigoureux, qui ont et qui vont être suivis. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Tout le monde sait ici, Monsieur le Président, que des firmes de chasseurs de tête, c'est pas donné. Surtout quand, au final, on ne retient même pas les personnes qui ont été suggérées et qui ont été retenues. Ma question est simple. Combien les Québécois ont-ils payé pour se retrouver finalement avec un ami du ministre de l'Économie à la tête d'Investissement Québec, contre l'avis des chasseurs de tête qui avaient trouvé quelqu'un d'autre, d'autrement compétent? Combien ça nous a coûté? Monsieur le ministre de l'Économie. Je recommanderais aux collègues de... Demain, je passe au crédit ministériel. Alors, la réponse aux questions va être donnée sur la question du coût du consultant. Mais je peux rassurer encore une fois que, premièrement, dans le cas précis où vous référez, la présidente du Conseil d'Investissement Québec va contredire ce que vous venez de dire. Alors, je vous demanderai d'être patient, d'attendre jeudi après-midi, et de être satisfait des réponses de l'entente. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. J'en prends note et je suis patient.
Mais si le passé est garant de l'avenir, je suis aussi inquiet. Je me rappelle d'un temps pas si lointain où le premier ministre aurait déchiré sa chemise pour ce genre de nomination. Alors, avant que ça devienne une mauvaise habitude, le premier ministre peut-il s'engager à s'assurer que son engagement envers les Québécois et les Québécoises est maintenu et que seule la compétence sera retenue dans la nomination que son gouvernement fera? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, dans le cas précis qui est référé ici pour Investissement Québec, je peux assurer le collègue que le candidat qui va être annoncé, qui a été choisi, était le plus compétent disponible des circonstances, compétence qui a été entérinée et supportée par les gens qui m'ont aidé à choisir. Encore une fois, je demanderai un peu de patience. Dans moins que 48 heures, toutes les réponses à vos questions vont être adressées. Merci. Question principale, Madame la députée de Verdun. Le 1er février, la ministre de la Culture annonçait que son gouvernement allait maintenir des investissements en culture ne visant rien de moins que la barre du 1 % du budget du Québec. Le premier problème avec cette affirmation, c'est que la part des dépenses de programme du gouvernement en culture atteint depuis très longtemps déjà 1 %. Au budget de mars, on parlait d'investissements en culture au-dessus de la barre du 1 %. Par contre, et c'est là le deuxième problème, pour arriver à dépasser le 1 % historique en culture, le gouvernement a dû modifier la méthode de calcul communément utilisée, soit les dépenses de programme, en utilisant plutôt les sommes totales incluant les dépenses consolidées pour affirmer que la culture atteignait 1,3 %. Bref, à la CAQ, on compare des bananes avec des oranges. La ministre peut-elle nous expliquer pourquoi elle joue sur les chiffres? Pourquoi elle change les méthodes de calcul? Je propose une réponse. Sans doute, c'est pour éviter de parler de coupure en culture. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, je remercie la collègue pour sa question. Elle me fait bien sourire aujourd'hui. Elle a fait peur à l'industrie, elle a crié au loup, elle a dit que nous couperions, qu'il y aurait moins d'argent, etc., etc. Bien, vous savez, le budget qui a été déposé par mon collègue, le ministre des Finances, le 21 mars dernier, est un budget record en culture. Le budget total des dépenses en culture et communication atteindra 1,3 milliard de dollars, soit 1,3 % des dépenses consolidées. C'est plus du 1 % du budget total de l'État québécois. Je sais que ça dérange. Merci, Monsieur le Président. Je sais que ça les dérange de l'autre côté. Après la campagne de peur que la collègue de Verdun... Après la campagne de peur que la collègue de Verdun a fait au cours des derniers mois. Mais vous savez, Monsieur le Président, lorsque je suis en compagnie de tous les acteurs du milieu, ils sont ravis. Ravis des investissements que nous avons faits, ravis des montants, des sommes que nous avons ajoutées. Vous voulez parler d'argent. Alors, au total, les sommes allouées au ministère de la Culture et des Communications atteignent 810 millions de dollars. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Plutôt les réponses de la ministre qui font peur. Le pourcentage des dépenses de programme, l'argent qui va directement aux créateurs, aux créatrices, a diminué dans le budget caquiste. Est-ce que la ministre de la Culture réalise que malgré les marges de manœuvre historiques, elle n'a pas été en mesure de protéger le seuil du 1 % des dépenses en programme pour les artisans en culture? Comment peut-elle expliquer à ceux et à celles qui nous écoutent que le 1 % n'est pas réalisé sous un gouvernement caquiste? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, ça, ce sont les mathématiques créatives du Parti libéral qu'on vient de voir sur son tableau. Alors, au total, les sommes allouées au ministère de la Culture et des Communications atteignent 810 millions, incluant son budget de dépenses et les mesures annoncées. Et ces mesures entraînent d'ailleurs des ressources, écoutez bien, là, je pense que c'est important, des ressources additionnelles de 296 millions de dollars sur 6 ans. Et ça, pourquoi, Monsieur le Président? Pour encourager la créativité culturelle, pour encourager cette créativité, enrichir la culture au sein des collectivités et valoriser le patrimoine culturel et religieux. Ce sont des sommes importantes, près de 300 millions de dollars de plus que ce que les libéraux avaient dans leur dernier budget. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. Je le répète, la CAQ disposait de surplus budgétaire record. Malgré cela, on assiste à un recul.
Au moment, au-delà des mots, Madame la ministre, il y a bien sûr des choix et vous n'avez pas fait le choix de la culture. Comment la ministre va faire pour protéger la culture quand son gouvernement aura plus de marge de manœuvre aussi importante? Elle n'a pas su le faire dans une année aussi faste. Clairement, son enthousiasme ne suffit pas. Madame la ministre, s'il vous plaît, levez-vous et protégez les gains historiques. Madame la ministre de la Culture et des Communications. C'est aberrant d'entendre ça. 300 millions de dollars de plus que ce qu'ils ont fait et a crié encore au loup. Monsieur le Président, les sommes annoncées s'additionnent à celles prévues dans le plan d'action gouvernemental sur la culture. On l'a gardé, ce programme-là. Nous avons rajouté 300 millions de dollars. Alors que la hausse moyenne des dépenses de programme des ministères et organismes gouvernementaux représente 3,4 %, celle du ministère de la Culture et des Communications se situe à 5 %, Madame la députée de Verdun, du jamais vu. Et ça confirme la volonté de notre gouvernement, Monsieur le Président, de promouvoir une culture forte et dynamique, de contribuer à son développement et au soutien de tous ceux qui œuvrent à son épanouissement. Et le milieu est bien heureux, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, actuellement, il y a 2 projets qui touchent le transport de personnes, le projet de loi 17 et le REM. Le REM, c'est un projet public complètement payé par les contribuables. Il y a la contribution du gouvernement, c'est des contribuables. Il y a celle de la Caisse des dépôts, la même chose, mais via les fonds de pension. Le futur de budget d'opération, c'est le gouvernement et le ticket que paiera l'utilisateur. Bref, tout le projet du REM est payé par les contribuables, peu importe le chemin que prend le dollar de ce contribuable, et ça inclut les expropriations. Alors, quand pour le REM, on exproprie un bien privé, le ministre des Transports peut-il nous indiquer quelle méthode de calcul de compensation est utilisée soit par son ministère ou par la Caisse de dépôt? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est une belle annonce que nous avons faite hier pour l'industrie du taxi, pour les propriétaires. Vous savez, je réponds à l'insécurité, à la peur que certains propriétaires avaient, à savoir ceux qui ont acheté leur permis voilà 4-5 ans, qui n'auront peut-être pas eu nécessairement le temps d'amortir ce paiement. Et dans ces conditions, pour nous, suite aux 500 millions de dollars payés par l'ensemble des contribuables, il y avait dans la loi une redevance de 20 sous que nous avons bonifiée à 90 sous sur une période de 5 à 6 ans, à savoir qu'il y a 50 millions de courses au Québec. Multiplié par ce 90 sous, on devrait être capable de rembourser cette somme aux propriétaires donc de permis de taxi sur une période de 5 à 6 ans. Alors, vous comprendrez que ceux qui ont investi 60 000 voilà 15-20 ans seront remboursés au final complètement, et ceux qui ont acheté un permis à 225 000 voilà 2 ans ou 3 ans, auront le même montant initialement payé. Monsieur le député Pinière, pour votre première complémentaire. J'ai eu la gentillesse de ne pas invoquer l'article 79, Monsieur le Président, je ne le ferai pas maintenant non plus, mais le vrai enjeu, c'est une question d'équité. L'enjeu est ailleurs, l'enjeu est dans l'équité. C'est simple, REM, propriétaire de taxi. D'un côté, c'est le contribuable qui paie, de l'autre côté aussi. Alors, la question est simple. Face au ministère des Transports, est-ce que tous les citoyens sont égaux? Puis on pourrait rajouter Uber. Monsieur le ministre des Transports. Président, c'est l'ensemble des usagers, utilisateurs, payeurs, qui paieront donc ces 50 millions de courses multipliées par une redevance de 90 sous pendant une période de 5 à 6 ans. Si j'écoute le député de Lapinière, peut-être qu'il aurait aimé qu'on fasse un impôt additionnel, un impôt barrette peut-être. C'est peut-être ça qu'il aurait voulu que les Québécois paient dans son ensemble par des fonds publics. Déjà, il y a un 500 millions de dollars sur la table. Déjà, il y a une division dans l'industrie du taxi. Il y a des propriétaires qui ne veulent pas discuter. Il y en a d'autres qui se réjouissent. Je pense qu'il a vu comme moi qu'il y a certains propriétaires qui disent aujourd'hui, finalement, on est content donc de ce montant qui nous est donné, qui rembourse le montant initial que nous avons payé. Je vous rappelle qu'on se nomme par son titre, évidemment. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Soyons sérieux, M. le Président. Le ministre a offert 500 millions aux propriétaires de permis initialement. Si le gouvernement avait voulu lui-même les compenser entièrement, ça aurait représenté une somme par contribuable de 12 $ par année pendant 10 ans. 12. Alors, pourquoi imposer la taxe Bonnardel à l'utilisateur pendant 5 ans, en plus qu'il ne réglera pas le dossier? S'il vous plaît.
Monsieur le Président, Je vous venez comprends. d'inviter les membres de cette Assemblée à respecter le règlement. Je m'attends à ce que le député de la Pinière fasse la même chose. Et je viens tout juste de le dire, Monsieur le leader du gouvernement, nous nous appelons par nos titres et non pas par nos noms. Ça vient d'être dit, c'est maintenant répété. Complétez votre question. Une taxe des transports, du ministre des Transports, alors que le rôle du gouvernement ne serait-il pas de mutualiser ce coût pour le bénéfice de tout le monde? Transport. Président, encore une fois, c'est une somme importante qu'on dédie directement aux propriétaires de taxis. Vous le savez, il y en a plusieurs des cas personnels, à savoir que certains qui ont acheté un permis voilà 3-4 ans, qui ont payé 200 000 qui n'ont pas amorti ce montant sur une période de temps X, auraient eu nécessairement un montant à payer suite à l'adoption de cette loi par la suite. Alors, je pense qu'on répond positivement à ces inquiétudes, à ces insécurités que les propriétaires avaient. Dans ces conditions, cette redevance sera applicable sur une période de 5 à 6 ans, 90 sous par course. Et dans ces conditions, vous comprendrez que pour moi, il est impensable d'imposer à tous les Québécois, encore une fois, ce montant additionnel. Merci à tous. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Pour la suite des travaux.